Et voilà, bonjour à tous. Donc, bienvenue pour cette séance qui va porter sur le Web3. Donc, je vous emmène vers ce petit visuel qui nous indique le Web3, la nouvelle ère d'Internet. Pourquoi Web3? Eh bien, on va le voir dans un instant. C'est parce qu'avant le Web3, il y a eu un Web1 et un Web2. D'ailleurs, est-ce que vous savez quel est le Web qui est, on va dire, majoritairement en place aujourd'hui? Hélène? C'est le 2, non? Voilà, actuellement, c'est le Web2. Donc là, on a une petite frise chronologique où on voit un peu l'évolution des choses. Donc le Web 1, souvent les gens ne le connaissent pas trop, le Web 1, en fait, parce que on n'a pas été des précurseurs au niveau d'Internet en France. Internet est pas mal arrivé chez nous dans les années 2000, alors qu'on était en fait à la fin du Web 1, donc on ne l'a pas trop connu. Et on va voir ce que c'était. Mais un personnage important, c'est Tim Berners-Lee, puisque c'est lui qui a créé Internet. Et donc, c'est lui qui est à l'origine de ce Web 1. Et puis, les choses ont changé en 2004 avec cet homme, Mark Zuckerberg, que vous devez connaître. De qui s'agit-il ? Hélène, toujours ? Ah non, là, c'est une colle, non? Ah, je te colle. Alors, en fait, c'est le CEO, le PDG de Facebook, qui est aujourd'hui rebaptisé Meta. Exact. Donc, Facebook, c'est le réseau social, mais l'entreprise s'appelle aujourd'hui Meta. Et c'est lui qui a créé Facebook, Mark Zuckerberg. Et 2004, c'est l'année où beaucoup de réseaux sociaux sont apparus, dont Facebook, mais d'autres aussi. Et c'est là que les choses ont changé et qu'on est entré dans le Web 2. Et puis on a un troisième personnage là qui est moins connu que Mark Zuckerberg, c'est Gavin Wood. Gavin Wood n'est pas à l'origine du Web 3, mais il est à l'origine du terme Web 3. Gavin Wood, c'est aussi un des cofondateurs d'Ethereum. Ethereum étant la deuxième plus grosse crypto-monnaie après le Bitcoin. Et donc, comme on le voit, ce Web 3 est en cours de développement. Il y a déjà des choses qui sont disponibles aujourd'hui lorsqu'on navigue sur le net. Et puis, il y a encore plein de choses qui vont se développer dans les années à venir pour que progressivement le Web 3 s'implante de plus en plus. L'avenir nous dira si le Web 3 remplacera totalement le Web 2 ou si les deux cohabiteront. Mais il est plutôt souhaitable que le Web 3 prenne la place du Web 2 et on va voir pourquoi. Alors voilà un petit tableau sur lequel on retrouve un petit peu la frise chronologique qu'on vient de voir. Donc, la première colonne en violet correspond au Web 1, la deuxième en bleu un peu plus foncé au Web 2, la troisième au Web 3. Et donc, on retrouve les événements dont on a parlé. Le début du Web 1, c'est la création du Web. Le début du Web 2, la création des réseaux sociaux.
Et le Web 3, ben, on y est déjà maintenant. Il n'y a pas encore de datation précise parce qu'il n'est pas encore majoritaire. Donc, la création du terme revient à Gavin Wood. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est surtout la troisième ligne, la ligne information. On voit que le Web 1, c'est un web en lecture seule. Ce qu'il faut se représenter, c'est que le Web 3 à l'époque, enfin le Web 3, le Web 1, pardon, qui n'était pas encore le Web 1, c'était juste la possibilité de consulter des informations sans interaction possible. Donc, c'était assez limité. C'était plutôt des sites qui étaient possédés par des entreprises et il n'y avait aucune interaction possible. Et c'est là que les réseaux sociaux ont tout changé puisqu'ils ont créé de l'interaction et on est passé à un web en lecture-écriture. Le Web 2, c'est ça, c'est le web en lecture-écriture où on peut lire des informations, mais on peut aussi partager des informations, on peut écrire des choses. Et puis, le Web 3, ce qu'il va changer, c'est la propriété et l'exécution. Alors, l'exécution, on y reviendra un petit peu plus tard. On va mettre ça entre parenthèses. On va surtout s'intéresser à la propriété. Le problème aujourd'hui avec le Web 2, c'est qu'on est propriétaire de pas grand-chose. On n'est pas propriétaire de ces données. Tout ce que vous mettez sur les réseaux sociaux appartient aux réseaux sociaux. Vous leur en faites don d'une certaine manière et ils peuvent en faire une exploitation commerciale. Et c'est ce à quoi le Web 3 veut mettre fin. Le Web 3 veut qu'on puisse se réapproprier ce qui nous appartient, se réapproprier nos données, entre autres choses. En plus de ça, le Web 3 va permettre de posséder différentes choses sur le net. Donc, c'est là qu'interviennent, par exemple, les crypto-monnaies. On va pouvoir posséder de la valeur. On va aussi pouvoir posséder des actifs du monde réel sur le net grâce aux NFT, par exemple. Mais je n'explique pas tout de suite ce que c'est les NFT puisqu'on aura l'occasion d'y revenir. Si on regarde la ligne focus, la ligne juste en dessous, on voit que le Web 1 se focalisait surtout sur les sociétés. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. On avait surtout en lecture seule des sites Internet qui émanaient de sociétés. Avec les réseaux sociaux sont apparues les communautés. Et le Web 2 est surtout basé sur les communautés. Le Web 3, lui, il va plutôt être focalisé sur l'individu, sur sa souveraineté, sur le fait qu'il puisse être propriétaire, qu'il puisse posséder des choses et qu'il puisse garder la propriété de ses données personnelles. Je ne vais pas dire tellement plus de choses sur ce tableau parce qu'on aura l'occasion d'y revenir un petit peu plus tard quand on va rentrer un peu plus en détail dans ce concept de Web3 parce qu'en fait aujourd'hui, on va le voir tout à l'heure, il y a deux notions qui se sont plus ou moins mélangées à l'intérieur de ce concept de Web3. Il y a le concept de Web 3 et le concept de Web 3.0 qui à l'origine ne sont pas exactement la même chose, mais qui aujourd'hui sont tellement imbriqués que c'est assez difficile en fait de les séparer. Et nous, quand on parlera de Web 3,
on parlera, je dirais, du mélange des deux. C'est pour ça que, par exemple, apparaît dans ce tableau, à la ligne technologie, l'intelligence artificielle sous le Web 3. L'intelligence artificielle, à proprement parler, ça n'est pas du Web 3, c'est plutôt du Web 3.0. Mais comme on va le voir tout à l'heure, dans la mesure où les deux se sont imbriqués, on peut plus ou moins considérer que ça fait partie du Web 3 aujourd'hui. Alors, voyons un petit peu les caractéristiques de ce Web 3. Donc, on a les caractéristiques à gauche et puis à droite, on voit quelles en sont les différentes manifestations. Donc, la première caractéristique, c'est la décentralisation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autorité centrale. Par exemple, si vous prenez, on a parlé de Facebook, c'est une autorité centrale puisqu'elle centralise vos données. Si on prend les banques, c'est une autorité centrale puisque elle centralise, elle récupère tout votre argent en un lieu unique. Eh bien, dans le Web 3, il n'y a pas d'autorité centrale puisqu'on favorise la connexion directe entre les utilisateurs. C'est vraiment un web d'utilisateur à utilisateur. On peut s'envoyer des choses directement, on peut s'envoyer de la valeur directement, sans que ça soit dans une espèce de pot commun, puisque c'est ce qu'est une banque en fait, c'est une sorte de pot commun. Sur votre écran, on vous indique combien vous avez, mais en fait, votre argent est mis en commun avec l'argent de toutes les autres personnes. Ensuite, comme autre caractéristique, il y a le fait qu'aucun tiers de confiance n'est requis. Donc, c'est directement lié à la décentralisation. Il n'y a donc pas d'intermédiaire, mais à la place de ça, on va plutôt inciter l'individu. On revient encore à cette notion d'individu dont on a parlé tout à l'heure par rapport au Web 3, à se responsabiliser et à veiller à sa sécurité individuelle. Et on va lui mettre à disposition des mécanismes économiques et technologiques. Ensuite, c'est un web dans lequel aucune permission n'est requise. Il est accessible à tous, sans autorisation, sans censure et sans exclusion. Si on regarde Facebook, par exemple, on voit qu'il y a énormément de censure, il y a plein de gens qui se font fermer leur compte. C'est quelque chose qui ne sera pas possible dans le Web 3. Une autre caractéristique, c'est la sécurité, puisque alors là, il y a quand on dit les données sont stockées sur l'ordinateur de l'utilisateur, c'est pas un utilisateur en particulier, c'est l'utilisateur de manière générale, c'est-à-dire l'ensemble des utilisateurs. Vous avez des données qui sont stockées dans plein d'ordinateurs différents, ce qui fait qu'elles sont difficilement accessibles par les pirates. Alors que lorsqu'on a un serveur centralisé, eh bien, c'est beaucoup plus difficile d'aller pirater de l'information ou pirater de la valeur, puisque tout se trouve en un même endroit. Ensuite, une autre caractéristique, c'est la rapidité. Il n'y a pas de ralentissement aux heures de pointe parce qu'il n'y a pas de goulet d'étranglement. Quand
quand on a un serveur, ça crée un serveur centralisé, ça crée des goulets d'étranglement parce que plein de personnes vont aller vers ces serveurs en même temps, sauf que quand l'information est répartie un petit peu partout, eh bien, il n'y a plus ces goulets d'étranglement. Une autre caractéristique encore, c'est la confidentialité. Il n'y a aucune possibilité de suivre l'activité en ligne des utilisateurs et d'accéder à leurs données sans leur autorisation préalable. L'ouverture est encore une autre caractéristique. Ce qui est produit sur le Web3 est en général réalisé à l'aide de logiciels libres qui sont développés par une communauté de développeurs en open source, c'est-à-dire on peut aller voir ce qu'il y a sur ces logiciels, c'est transparent. Et la dernière caractéristique, c'est l'omniprésence. Le Web3 est accessible, enfin, j'utilise le présent, il faut plutôt utiliser le futur parce que ça, c'est vraiment encore en cours de création. Mais l'idée, c'est vraiment que le Web3 soit dans le futur accessible à tous, à tout moment et en tout lieu, grâce au développement de gadgets intelligents. Donc, le Web3 sera peut-être disponible, par exemple, sur votre montre ou sur je ne sais quel gadget qui va se développer dans les années à venir. Alors, voyons à présent les technologies du Web3. Donc, il y en a beaucoup, mais voici les 6 principales technologies du Web3. La première, c'est la blockchain. Alors, on ne va pas faire une étude détaillée de la blockchain puisqu'on parlera plus spécifiquement de la blockchain un petit peu plus tard. Peut-être même dès la fois prochaine, on verra un petit peu en fonction de ce qu'on a eu le temps d'aborder aujourd'hui. Mais la blockchain, c'est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui prend la forme d'une base de données et contenant l'historique de tous les échanges effectués entre ses utilisateurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est en fait une espèce de grand livre de comptes sur lequel on peut voir toutes les interactions qui ont été faites. Donc, c'est un grand livre de comptes qui est transparent, mais par contre, grâce auquel on préserve l'anonymat, puisqu'en fait, on peut voir que des transactions se sont opérées de tel compte à tel compte, mais on ne sait pas qui il y a derrière ces comptes. Les crypto-monnaies. Alors, les crypto-monnaies, ce sont des monnaies numériques qui sont indépendantes des systèmes bancaires traditionnels et qui s'appuient sur cette technologie qu'on vient de voir, sur la technologie de la blockchain et dont la première mise en œuvre a été celle du Bitcoin. Donc, le Bitcoin en général, ça parle aux gens. Le mot blockchain, certains l'ont déjà entendu, d'autres non. Mais ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que derrière cette crypto-monnaie qu'est le Bitcoin, eh bien, il y a une blockchain qui a été la première blockchain créée au monde, même s'il y avait déjà eu des études qui avaient été faites avant ça, mais c'était plutôt théorique. Et c'est vraiment avec le Bitcoin que la première blockchain est apparue. Les avantages de ces monnaies numériques,
c'est que les paiements sont beaucoup plus rapides. On peut les faire de n'importe où dans le monde, 24 heures sur 24. Là où avec le système bancaire traditionnel, eh bien, ça prend un certain temps. Un virement ne se fait pas en quelques secondes. Il faut souvent attendre un minimum de 24 heures. Eh bien, avec les crypto-monnaies, ça n'est pas rare que ça mette moins d'une minute pour que la transaction s'opère. Les NFT maintenant, alors, avant de parler de ce que c'est que les NFT, on va déjà regarder ce que veulent dire ces 3 lettres. N comme nom, F comme fongible et T comme token. Donc, ça veut dire token non fongible. Fongible, ça veut dire interchangeable, en fait. Donc, un token non fongible, c'est un token qui n'est pas interchangeable. Si on prend l'exemple du Bitcoin, en fait, on peut échanger un Bitcoin contre un autre, ça ne change rien, ils sont complètement interchangeables parce qu'ils ont exactement la même valeur. Et donc, ils ne sont pas uniques. C'est ce qui est différent avec un NFT. Un NFT est unique et il n'est pas interchangeable. Un NFT n'est pas identique à un autre NFT. Et en quoi est-ce que ça va nous servir ? Eh bien, ça va nous servir à créer des titres de propriété numériques. Imaginez, là on va plutôt parler d'investissement, ça peut être plus difficile avec les NFT d'acheter pour soi une propriété, en particulier si on veut fractionner. Mais imaginez que vous voulez investir, par exemple, dans l'immobilier, vous n'avez pas beaucoup d'argent, eh bien, vous pouvez tout à fait acheter un NFT, ce qui vous permet d'avoir uniquement une fraction, en fait, de ce bien immobilier que vous partagez avec d'autres personnes. Et donc, ça permet d'adapter votre investissement à ce dont vous disposez. Donc, c'est en cela que les NFT vont révolutionner le monde. Alors, vous avez peut-être entendu parler de NFT. Est-ce que quelqu'un a entendu parler de NFT à d'autres occasions ? Hélène ? Non, à part l'aspect titre de propriété, je vois pas. Alors, les NFT, souvent, les gens connaissent avec les Boring Apes, c'est-à-dire ces œuvres d'art numériques représentant des singes. Et c'est vrai que parfois, ça donne un côté un peu anecdotique au NFT, alors qu'en fait, ça va être une véritable révolution. La 4e technologie, c'est la DeFi. La DeFi offre des services financiers de nouvelle génération qui reposent sur ces nouvelles technologies et qui permettent de devenir son propre banquier en supprimant les intermédiaires. Comme on l'a dit tout à l'heure, hein, dans le Web3, on n'a pas d'intermédiaire. Le métavers, alors le métavers, ça n'a pas forcément bonne presse parce que c'est vrai qu'on a vu des films de science-fiction, par exemple,
qui nous montrent des gens collés à leurs écrans dans un monde un peu impitoyable. Mais le métavers n'est pas forcément une mauvaise chose. Après, le problème, c'est toujours l'utilisation qu'on en fait. Et c'est là qu'il va falloir être critique, faire preuve d'esprit critique. Pourquoi Facebook a changé de nom pour s'appeler Meta? C'est justement parce que Facebook développe son propre métavers. Et quand on connaît un petit peu la méthodologie de Facebook, on peut bien s'attendre à ce que ce métavers ne soit effectivement pas très éthique. Après, il y a moyen d'utiliser le métavers de façon tout autre. Ça peut simplement apporter une expérience utilisateur très différente, beaucoup plus interactive. Alors, qu'est-ce que c'est que le métavers? On a la racine, enfin, on a le... Ah, j'ai le mot qui me revient plus d'un coup. Voilà, le mot se décompose en deux parties, méta et vers. Donc, vers comme univers. En anglais, c'est metaverse, qui vient de universe. Et méta, qui veut dire au-delà. Donc, c'est un espace collectif virtuel partagé qui existe au-delà du monde physique. Donc, c'est vraiment un univers virtuel dans lequel on pourra évoluer les uns et les autres. On pourra avoir des propriétés, posséder des choses, posséder des maisons, etc. On pourra aussi, par exemple, imaginer que vous voulez acheter un vêtement en ligne. Le problème actuellement, c'est vous prenez une taille, mais est-ce que cette taille va bien vous aller? Vous n'en êtes pas vraiment certain. Après, vous pouvez vous créer un petit personnage virtuel, un avatar, qui présente toutes vos caractéristiques. Et vous pourrez, par exemple, dans le métavers, essayer votre vêtement en ligne pour voir, pour vous assurer qu'il vous va effectivement bien avant de pouvoir l'acheter. Et dans ce monde physique, donc, les utilisateurs vont pouvoir interagir en temps réel avec d'autres utilisateurs et un environnement qui est généré par ordinateur, comme je viens de l'expliquer. Et la dernière technologie, c'est la DAO. DAO, en fait, D comme decentralized, donc décentralisé, A comme autonomous, autonome, et O comme organization, organisation. Donc, c'est une organisation autonome centralisée, c'est-à-dire une entité sans direction centrale qui fonctionne encore une fois sur la blockchain. Et là, les décisions sont prises et les règles sont définies par une communauté grâce à un système de vote électronique. Et donc ça va être une vraie révolution parce que, par exemple, le monde de l'entreprise, ça va complètement le changer. Jusqu'à présent, c'est la direction qui prend les décisions dans une entreprise. Parfois le PDG et parfois ses proches collaborateurs, mais les employés souvent n'ont pas leur mot à dire, ils n'ont qu'à s'exécuter. Eh bien, avec une DAO, ce sera différent. L'ensemble des membres de la communauté pourra voter et participer aux prises de décision. De la même manière, les DAO permettront peut-être à l'avenir de voter dans un pays pour choisir nos élus
Et donc, c'est vraiment quelque chose qui peut changer la face du monde. Alors, qu'est-ce que le Web3 peut nous apporter en matière de souveraineté? Donc, le Web3 peut nous apporter des choses en matière de finance et de propriété. On l'a vu grâce aux crypto-monnaies, grâce aux NFT et grâce à la tokenisation. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est la tokenisation. La tokenisation, c'est la représentation d'un actif du monde réel sous forme d'un actif numérique, c'est-à-dire une espèce de crypto-monnaie un petit peu. Je vous donne un exemple. Par exemple, au sein de l'académie, on a un projet avec un token miel. Donc, en fait, lorsque vous détenez ce token, eh bien, vous détenez une part de la production. Voilà le genre de choses qu'on pourra avoir à l'avenir grâce à la tokenisation. Donc, l'avantage, c'est que ça va démocratiser l'investissement. Ça va faciliter l'accès aux services financiers et en particulier dans des pays qui ont difficilement accès aux services financiers, qui ont difficilement accès à des banques, comme c'est le cas sur le continent africain, par exemple. Eh bien, ça pourra être une vraie révolution parce que ça leur permettra d'avoir accès à des services financiers. Un autre avantage, c'est la transparence, la sécurité et l'infalsifiabilité des transactions. Je ne vais pas trop revenir dessus puisqu'on en a déjà parlé tout à l'heure. On a dit que ça faisait partie des caractéristiques du Web3. Mais en matière de souveraineté, ça apporte d'autres choses. Ça apporte aussi des choses en matière d'identité et de données personnelles. Vos données sont cryptées sur le Web3. Donc, c'est beaucoup plus difficile de les voler parce qu'il faut d'abord les décrypter. Et ensuite, elles sont stockées de manière décentralisée. Comme on l'a dit tout à l'heure, ça veut dire qu'il y en a un petit peu partout de vos données sur plein d'ordinateurs. Donc, c'est beaucoup plus difficile d'y accéder. Vous pouvez aussi, dans le Web3, vous opposer au partage des données. Si vous ne voulez pas partager vos données, par exemple, sur un réseau social du Web3, si vous ne voulez pas partager vos données, eh bien, vous pouvez tout à fait vous y opposer. À l'inverse, si vous ne vous opposez pas à ce partage des données, eh bien, vous pouvez demander à être rémunéré pour ça et vous allez avoir un revenu qui va vous être apporté grâce à la vente de vos données. Donc, les avantages, c'est une meilleure protection de la vie privée, c'est la réduction du risque d'usurpation d'identité. On aurait pu rajouter aussi que c'est la possibilité d'un éventuel revenu supplémentaire. Troisième chose, en matière de souveraineté, la gouvernance. On l'a dit, grâce au DAO, on va pouvoir participer à la prise de décision, que ce soit au niveau
d'une entreprise, par exemple, éventuellement au niveau d'une association aussi, ou au niveau d'un pays. Et donc, l'avantage, c'est que les idées et les opinions de chacun seront prises en compte et on permettra aussi de réduire les risques de fraude électorale. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que aujourd'hui, on peut plus ou moins considérer que Web 3 et Web 3.0 sont une seule et même chose. Mais si on veut parler de façon stricte, ça n'est pas tout à fait le cas. Le Web 3, on ne va pas trop y revenir, on a déjà expliqué ce que c'est. C'est le web de la décentralisation qui utilise des réseaux de pair à pair dans le but d'avoir plus de souveraineté et qui utilise les différentes technologies dont on a parlé tout à l'heure. Maintenant, le Web 3.0, c'est quelque chose d'un petit peu différent. Lié à la notion de Web 3.0, il y a la notion de web sémantique, c'est-à-dire c'est un web qui se rapporte à la signification dans le langage ou la logique. Alors là, ça ne va peut-être pas encore vous dire grand-chose, mais quand on regarde le Web 2, aujourd'hui, on fonctionne surtout par mots-clés. Vous avez peut-être vu ces hashtags quelque chose sur les réseaux sociaux. Derrière le hashtag, ce sont des mots-clés. Eh bien, dans le Web 3.0, l'idée, c'est vraiment d'aller vers la recherche et l'analyse, de comprendre le sens du langage au-delà de simples mots-clés. Donc, ça veut dire, par exemple, que les moteurs de recherche qui vont se développer dans ce Web 3.0 seront capables de comprendre le contexte de la demande de l'utilisateur et d'identifier précisément ses besoins et ses objectifs. Alors, cette notion de web sémantique, elle a énormément évolué grâce à une invention qui est l'intelligence artificielle. On l'a vu apparaître essentiellement avec ChatGPT, qui a eu un lancement incroyable, puisqu'il lui a fallu 2 mois pour atteindre 100 millions d'utilisateurs. À titre de comparaison, dites-vous qu'il aura fallu 5 ans à Google et à Facebook pour atteindre le même nombre d'utilisateurs. Et donc, l'intelligence artificielle va pouvoir être utilisée, par exemple, dans les moteurs de recherche. Et si vous allez sur le moteur de recherche en ligne de Microsoft, par exemple, vous allez trouver Bing, qui est une interface de chat, qui est en fait une intelligence artificielle, comme moyen de recherche qui est directement intégré au moteur de recherche. Donc, comme on l'a dit, l'intelligence artificielle est plutôt reliée à la notion de Web 3.0, mais elle va avoir une incidence directement sur le Web 3, puisque l'intelligence artificielle va réussir à améliorer la productivité, à réduire les coûts et à permettre une meilleure expérience des utilisateurs. Donc, c'est pour ça que les deux sont intimement liés. Quand vous regardez dans la case Web 3.0, vous voyez la notion d'engagement.
Donc ça, c'est quelque chose d'autre qui est important ici. Dans le Web 2 aujourd'hui, on vous incite plutôt à faire quelque chose, c'est-à-dire c'est ce qu'on appelle les call to actions. Vous avez un petit bouton et on vous dit appuyez sur ce bouton-ci pour faire cela. Donc ça, c'est de l'interaction, ça crée une certaine implication, mais une implication assez limitée, parce que ça n'est pas parce que la personne va suivre la demande qu'on va forcément accorder de la valeur à ce qui va être proposé. Eh bien, on va chercher à aller vers de l'engagement. Et avec l'engagement, les choses vont être différentes, puisque l'idée, c'est vraiment de répondre aux besoins et à la recherche précise de l'utilisateur pour qu'il se sente vraiment impliqué, pour qu'il accorde de la valeur au contenu qu'il trouve. C'est d'autant plus important qu'en fait, le contenu d'Internet dans les années à venir va être doublé toutes les 72 heures. Vous imaginez dans quelques années la difficulté que ça va être de s'y retrouver sur Internet. Eh bien, les choses vont être facilitées grâce à cette notion d'engagement, parce que de nouvelles choses vont apparaître, mais aussi de nouveaux métiers, dont le métier de curateur de contenu. Voilà un petit schéma qui précise un petit peu ce que c'est la curation de contenu. Donc la curation de contenu, le curateur, c'est en fait un organisateur. Il ne faut pas le confondre avec le rédacteur. Le curateur ne crée pas de l'information sur le web. Il part au contraire en recherche, le curateur part en recherche d'informations qui est déjà disponible sur le web, et il va l'organiser, il va la sélectionner, il va la classer, et après il va la partager à l'interne ou à l'externe. À l'interne, par exemple, vers des sites d'entreprise, ou à l'externe, par exemple, sur des réseaux sociaux. Et donc, pour l'internaute, ça va faire une grande différence, parce que l'information aura déjà été triée et sélectionnée au préalable, et ça va permettre plus d'engagement. Les résultats affichés correspondront à sa requête. Alors, on l'a dit tout à l'heure, la frontière entre Web 3 et Web 3.0 est floue aujourd'hui, et on peut considérer que c'est plus ou moins la même chose. Pourquoi est-ce qu'elle est floue? Comme on l'a dit, le Web 3.0, avec l'intelligence artificielle et tout ça, vont de toute façon influer sur le Web 3. Ensuite, le Web 3 et le Web 3.0 se développent sur une même période de temps. Donc forcément, ça crée de la confusion. Et puis les deux termes qui se ressemblent, Web 3, Web 3.0, ça crée encore plus de confusion. C'est pour ça que nous, dans la Web 3 Academy, quand on parlera de Web 3, en fait, on mettra tout ensemble, on mettra Web 3 et Web 3.0 ensemble, on considérera que c'est la même chose. Il peut quand même y avoir une différence par rapport à la centralisation. Le Web 3.0, c'est le web de l'interopérabilité, c'est-à-dire
Imaginons que je change mes données sur Facebook. Eh bien, avec le Web 3.0, l'idée, c'est que mes données soient changées sur tous mes autres réseaux sociaux. Et ça demande d'utiliser des serveurs. Et donc, le risque du Web 3.0, c'est l'hyper-centralisation. Maintenant, il se développe aujourd'hui des serveurs qui sont décentralisés, les solid pods. Donc, c'est pourquoi, selon, encore une fois, le projet, selon ce qui est fait derrière, le Web 3.0 ne va pas forcément avec la centralisation, ça peut être dans un esprit de décentralisation et donc être en adéquation totale avec les valeurs du Web 3. On va terminer avec ceci. Donc là, pour voir un petit peu ce qu'on vous propose à l'intérieur de la Web3 Academy. Donc, ce qui est important, c'est de commencer par bien comprendre le Web3 et toutes ses composantes, bien comprendre ce que c'est une blockchain, bien comprendre ce que c'est une crypto-monnaie, bien comprendre ce que c'est un NFT, la DeFi, le métavers, les DAO. Beaucoup de gens sont attirés par l'appât du gain et par les crypto-monnaies, se lancent vite dans les crypto-monnaies en n'y comprenant rien. Et puis, d'un coup, les cours chutent, ils paniquent complètement parce qu'ils se disent « ça y est, c'est la fin des crypto-monnaies, je vais tout perdre, il faut que je revende ». Et puis, c'est au moment où ils vendent qu'effectivement, ils réalisent des pertes. Alors que s'ils prenaient le temps de bien tout comprendre, ils se rendraient compte qu'en fait, ces technologies-là sont là pour de longues années et que ce qui peut sembler être des pertes, c'est simplement une chute des cours qui est temporaire et qui va remonter sur le plus long terme. Donc, c'est très important de commencer par bien comprendre tout ce qui se cache derrière le Web 3. Et puis, on l'a dit, le Web 3, c'est avant tout de la décentralisation et donc on va vouloir aller vers la décentralisation. Mais la décentralisation, c'est quand même un environnement beaucoup plus complexe. Donc, on ne peut pas y aller directement. Il faut commencer par la centralisation. Et pour expliquer ça, j'utiliserai la métaphore de la carte. Quand vous êtes dans un endroit où vous ne connaissez rien, eh bien, on commence par utiliser une carte. La carte, c'est la centralisation. Vous avez toutes les informations qui sont centralisées en un même endroit. Les rivières, les routes, éventuellement les bâtiments, les endroits boisés, etc. Et ensuite, dans un second temps, une fois que vous aurez pris vos marques grâce à la carte, donc grâce à la centralisation, vous allez réussir à vous repérer par rapport à votre environnement une fois que vous vous serez familiarisé avec l'environnement. Et alors, vous n'aurez plus forcément besoin de la carte. Vous allez vous repérer directement par rapport aux rivières, aux routes, etc. Eh bien, dans l'univers du Web 3, c'est un peu la même chose. Même si on veut aller vers la décentralisation, c'est bien de commencer par la centralisation. Et de toute façon, la centralisation est un passage incontournable puisque vous devrez, par exemple, passer par les plateformes d'échange centralisées
si vous voulez convertir vos euros en crypto-monnaie. Donc, l'idée, ça va être d'aller tout doucement de la centralisation vers la décentralisation, mais j'ai mis le mot initiation ici parce que la décentralisation, c'est tellement vaste, il y a beaucoup de choses, on ne peut pas tout apprendre d'un coup. Et donc, dans un premier temps, vous aurez quelques notions de décentralisation, mais si vous voulez bien comprendre, bien maîtriser l'univers de la décentralisation, eh bien, il va falloir passer par des formations plus spécifiques. Et c'est pour ça que dans un deuxième temps, on va aller vers des formations, on va créer au sein de l'académie des formations de spécialisation autour des bases de l'investissement, par exemple, autour de la DeFi. Et puis après, on en créera plein d'autres autour des différentes technologies sur les NFT, le métavers, les DAO, etc. Et puis, on a une particularité à la Web3 Academy, c'est qu'on propose une bourse, la bourse Learn to Earn, qui vous permet de récupérer une partie de votre capital investi dans la formation. Mais l'idée, c'est vraiment de se constituer un capital de départ que vous pouvez utiliser pour vos exercices de mise en pratique. L'idée, c'est d'utiliser cet argent pour mettre en œuvre ce qu'on apprend ici à l'académie. En fait, si vous l'utilisez comme ça pour vos dépenses du quotidien, c'est de l'argent qui est vite parti en fumée et ça ne vous permet pas de mettre en pratique tout ce que vous aurez appris. Donc, faites un bon usage de cette bourse Learn to Earn. Voilà, voilà. Donc, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne vais pas, déjà parce qu'il est déjà 11h et que je ne veux pas vous retarder, je ne vais pas prendre de questions. Et de toute façon, la semaine prochaine, ce sera une séance de questions-réponses. Donc, si vous avez des questions, eh bien, n'hésitez pas à la partager sur le groupe Telegram PACD. Comme ça, on aura à l'avance vos questions. Si on a besoin de chercher des visuels, des choses comme ça, on pourra vous préparer tout ça. Et puis, toujours sur le groupe PACD, je vais vous partager une vidéo avec un certain nombre de questions. D'ici à la semaine prochaine, essayez de regarder cette vidéo. Comme ça nous permettra aussi d'avoir des échanges autour de cette vidéo. Les questions-réponses, c'est pas seulement à partir de vos questions, ça peut être aussi moi qui amène des questions et ça crée un échange entre nous pour voir ce que vous avez compris des documents qui vous sont proposés. Voilà, j'en ai donc fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Donc, toujours même chose, 10h du matin, vendredi. Et je vous enverrai un lien la semaine prochaine. Merci beaucoup, Grégory. C'était vraiment très clair. C'est super. Le timing respecté, formidable. Bah, merci bien. J'ai essayé de faire mon mieux, mais ouais, on a été pile poil dans les temps. Bravo. Alors, je vais donc, alors je vous recherche, hop. Voilà. Je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. C'est pas normal. Ah. Non, ça marche Qui est-ce pas. qui me parle? Ben, j'essaye, mais visiblement, vous n'entendez pas.
On entend en décalé, c'est bizarre, et on n'entend pas tout. Ben, je sais pas pourquoi. Mais j'ai remarqué tout à l'heure, j'avais posé une question et ça n'avait pas marché. C'est bien D'accord. décalé, oui. Alors, vas-y. Non, non, mais c'était tout à l'heure sur les NFT, j'avais posé une question et je vois que ça n'a pas été entendu et j'ai demandé si vous m'entendiez ou pas, mais personne n'a répondu. Donc, Ah visiblement, ça non, répondait pas. on n'a rien entendu. Qu'est-ce que tu voulais demander par rapport au NFT? Ben, c'était juste pour savoir si j'avais bien compris, si ça correspondait à des sortes comme des parts. Quand on achète des parts, on achète un truc à plusieurs et que, par exemple, nous, dans mon métier, on est associé sur une clinique, on rachète les parts, on a chacun un nombre de parts dans dans une clinique, dans une association. C'était un Oui, peu le principe là. exactement, c'est tout à fait ça. Ok. Donc, si on reprend l'exemple que je prenais tout à l'heure, l'exemple de l'immobilier, la difficulté aujourd'hui, c'est qu'il faut acheter le bien totalement. Oui, Eh bien, avec les NFT, tu pourras avoir simplement une des part parts. de ce Hmm. bien. Tout à D'accord, fait. d'accord, d'accord. Ouais, c'était ça. J'avais bien compris le principe. C'était pour être sûr. Tu as bien Attendez, compris. attendez, je suis décalée. Je suis décalée par rapport à ce que je disais là. Alors là, je t'entends à nouveau plus trop. Non, mais c'est vrai que je vois le décalage entre ma vidéo qui enregistre et la vidéo de ton ordinateur qui est partagée. Ouais, c'est bizarre. Ah, c'est peut-être parce que mais non, j'ai éteint sur l'autre ordinateur, donc c'est pas ça. Je sais pas. C'est bizarre. Ouais. Bon, moi j'ai pas de décalage, mais Hélène, elle l'a aussi, donc c'est pas toi, hein. Ouais. Non, je sais pas d'où ça vient. C'est peut-être moi. Bon. C'est peut-être mon réseau qui est pas très bon. On va essayer que ça soit meilleur que la semaine prochaine. Ouais, voilà, ça sera plus simple. Ok, ok. Ben, en tout cas, merci pour tout, Grégory. Ouais, Bah de c'était vraiment rien. À la semaine super. prochaine. À la semaine prochaine. Allez, au revoir. Au revoir. Bye. Pourquoi ça arrête pas de sauter, là ?